Comment, face à ce qui est irréparable, admettre que la réparation est imparfaite, incomplète et toujours en devenir, et qu'elle n'obéit pas à la volonté occidentale de masquer les blessures et d'effacer les cicatrices? Comment penser ensemble et faire ensemble des gestes de réparation qui répondent à la violence que déclenchent les crises causées par le capitalisme, le racisme et la pandémie? Aggravation des inégalités et injustices, crise climatique, guerre, exil. L'idée initiale de ce projet, c'est d'abord de revenir aux fondamentaux en fait, de la réparation. Pourquoi la réparation? Comment ça marche? Pourquoi j'ai été, il y a plus d'une quinzaine d'années, fasciné par ce phénomène qui existe de manière assez polarisée dans le monde, entre le Nord et le Sud, et même entre plusieurs civilisations, dans le sens où la civilisation moderne occidentale a toujours réparé en effaçant les blessures, et en prétendant de ce fait revenir à l'état original de la chose cassée, de la chose blessée, tandis que les civilisations prémodernes ou autres ont toujours mis en avant la blessure, parfois l'ont même honorée en fait, comme les Japonais avec le kintsugi. Ce sont ces céramiques ces coupes de thé, très souvent, ou d'assiettes aussi, qui ont été cassées et dont la fissure, lorsqu'ils sont recollés, est recouverte d'or. Ou bien sûr le traitement des calebasses qu'on trouve beaucoup en Afrique. Alors pourquoi cette question pour moi physique de la réparation elle est importante? Elle est importante parce que c'est un concept très complexe en fait. Plus cette complexité pour moi s'avérait abyssale, et plus je continue d'ailleurs à considérer que la maîtrise physique concrète d'un phénomène qu'est la réparation est tout aussi. Comme me l'a dit un jour dans le film Réfléchir à la mémoire le professeur Maurice Meimoun, on se coupe et ça se répare automatiquement. Voilà, ça, pour nous, ça nous paraît tellement évident qu'on n'y prête plus attention, alors qu'en fait, le processus de réparation d'une cicatrice est un agencement très complexe de cellules réparatrices, de cellules protectrices, etc. Donc c'est ça, en fait, qui pour moi, a été et sera toujours le moteur de cet intérêt pour la réparation. Pour moi, c'est toujours important de savoir où on est, sur quel sol on met le pied, qui a été là avant nous, qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui m'a intéressé quand j'ai regardé quelle était l'histoire de cette usine, qui a été là avant, et qui devrait nous intéresser, c'est vraiment une usine qui trace des liens entre la colonie et l'Empire, entre les produits coloniaux et l'industrialisation en France. Et que produisait cette usine? Elle collectait des sacs de jute dans la région et elle les réparait. En fait, c'est connu depuis très longtemps en Afrique et en Asie. C'est un produit millénaire en Asie. Et on tissait pour faire de la corde, des vêtements, du fil. Et en Chine, on en faisait du papier. Quand les Anglais arrivent et colonisent l'Inde, ils découvrent ça et ils se disent, tiens, c'est super intéressant. Et au XVIIe siècle, ils vont commencer à commercer et ils vont faire la première grande usine en Écosse. Donc on voit aussi l'industrialisation, le produit qui permet, et des grandes fortunes, notamment écossaises, vont se faire. Et le jute, ça s'appelait la fibre d'or. On l'appelait la fibre d'or. Et en fait, les sacs de jute, c'était quoi? Pour transporter le coton qui était fabriqué dans le sud des États-Unis par les esclavagisés, pour transporter le café, les plantations, pour transporter le sucre ou des choses comme ça. Donc on voit la circulation, et elle va avoir aussi une énorme importance pendant la Première Guerre mondiale, toutes les tranchées, là, quand on voit les sacs de jute. Donc ça va aussi, des millions de sacs de jute vont être importés en Europe pour servir dans la guerre. Et en France, le jute arrivait de Dunkerque, et puis arrivé, et il y a eu un très grand, donc, des filatures dans le nord de la France, très importantes, donc ça a contribué à l'industrialisation de cette région. Donc on a ici, c'est assez intéressant pour nous qui allons parler de la réparation, de nous trouver dans un endroit où on réparait des sacs de jute, et dans un endroit qui fait ce lien entre un produit colonial, l'industrialisation, des exploitations de personnes là-bas, une plante qui reste une des plantes les plus importantes aujourd'hui. Hein. Donc nous, on ne vient qu'après des niveaux et des niveaux de personnes qui sont passées. Et donc on est là, dans ce travail, avec cette sédimentation de signification qui nous précède. On a parlé d'irréparable et de réparable. Et moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on pense qui est irréparable et qu'est-ce qu'on pense qui est réparable.
después de Cristóbal Colón, todo es posible. Après Christophe Colomb, tout est possible. Je suis martiniquais et je suis du continent américain. C'est comme ça que je me définis quand je voyage dans le monde. Et quelque chose s'est passé en 1492 et là, il y a comme un effet de répétition d'une violence primordiale. Quelque chose s'est inscrit dans le continent et après va se répandre dans tout le sud. Et ça, c'est pour moi la leçon du chlordécone. C'est que dans le sud, et pour la France, dans ce qu'on appelle les Outre-mer, tout est possible. C'est ce tout est possible. C'est-à-dire que la pollution au chlordécone n'aurait jamais pu avoir lieu dans l'Hexagone. C'est inimaginable. Pendant 30 ans. Et pour moi, c'est du côté de l'irréparable. Parce que symboliquement, quelque chose nous a été fait. D'accord dans nos corps, mais on en a vu d'autres. Mais symboliquement, ça met les pendules à l'heure. On sait qui on est maintenant. Pour la France, pour l'Hexagone. Je me suis amusé à créer des dessins dont un que j'ai exposé au Salon des dessins à Richelieu, à Paris, qui est le premier dessin, c'est Régine Sud Banana, qui est un groupe de personnages qui sont dans un manège. Et le manège, en fait, toutes les parties constituantes du manège, ce sont des bananes qui retiennent les personnages, qui sont dans une pseudo-hilarité. Et puis il y en a un qui a un des personnages sur ce manège qui a un regard un peu plus grave et qui nous regarde droit dans les yeux. C'est une façon de dénoncer le fait que c'est comme un manège, c'est-à-dire que cette mécanique est rodée depuis des générations, comme on le disait à l'instant, et qui est une espèce de mécanique implacable qui répond forcément à un système économique qui aujourd'hui, au fur et à mesure, cherche à s'adapter au maximum, mais juste à la question de sa rentabilité. Enfin, moi je trouve que la question de la propriété elle est hyper importante aussi parce que dans le monde capitaliste, la propriété c'est aussi. Enfin, j'ai écouté un truc sur la propriété d'usage et la propriété il y a trois termes. Il y a un truc qui s'appelle, je sais pas, la fructus, c'est comment tu tires des gains de la propriété. Et abus, c'est que tu peux en abuser, c'est que tu as une possession absolue de ça et donc tu as la possibilité aussi de la détruire. Et là, c'est vraiment en lien aussi avec le truc de la mort, en fait, la destruction. En fait, pour des gens, c'est plus pratique de détruire un bâti que de se dire il faut le retaper et le réparer, quoi. Et on est dans ces logiques-là. Et même, enfin voilà, ça se pose pour la question des squats, des espaces vacants dans les villes qu'on a, qui sont autour, qui pourraient être, on pourrait utiliser l'espace pour faire d'autres choses et tout, mais non, en fait, le propriétaire, même s'il n'y vit pas et ne loue pas, en fait, a un droit absolu, un pouvoir absolu sur ça, et donc il peut décider que ça peut rester vide et que ça se délabre, mais c'est pas grave, quoi. Personnellement, j'ai l'impression d'être comme dans une bulle et d'avoir des informations qui me tombent dessus. En fait, et je ne suis pas forcément très consciente de ce qui se joue, par exemple, en Martinique ou en Guadeloupe. Et donc, ouais, j'ai l'impression aussi que c'est un système qui prend beaucoup de formes, qui est très adaptable. Et c'est aussi un système où malheureusement, je ne vois pas trop comment on pourra le faire tomber, en fait. J'ai l'impression, quand je vais reprendre l'image de l'intifada, c'est comme si on avait des tout petits cailloux, même si on était des organisations militantes, ou même si on fait des actions, on a des tout petits moyens, des tout petits cailloux pour quelque chose d'aussi monstrueux, en fait. Et c'est surtout ça que je ressens par rapport à la question des terres ruinées. Et ouais, nos ruines, c'est vraiment quelque chose de fort. Et ce qui me choque le plus, c'est que j'ai même pas l'impression de clairement de vivre dans un monde où il y a de la ruine, et pourtant c'est quelque chose que je sais, mais en même temps que je ne ressens pas fortement dans mon quotidien ou en moi, tout simplement. Et donc voilà, c'est ça qui m'inquiète le plus, de savoir qu'il y a des choses qui se passent et qui mettent en péril beaucoup d'autres personnes, et pourtant je ne le sens pas très fortement en moi. Et bien justement, la chose pour laquelle j'ai plus peur de ça, c'est qu'on s'habitue.
L'habitude. Et dans cette habitude, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure aussi, on trouve même un confort, malheureusement. C'est-à-dire qu'on s'habitue tellement à l'oral autour de nous, à ce sens de culpabilité continue. Mon grand-père était partisan. Moi, j'ai appris que la résistance est armée et que tu te bats contre quelqu'un pour tes droits. Après, j'étais fille de militaire. Alors, je suis passée de l'autre côté avec le point de vue. Mais je veux dire, nous, on est une génération de gens qui s'habituent, qu'on est tellement gâtés dans cette société qui impose cette façon de vivre, de voir les choses, on subit tout ça et donc on s'habitue à vivre dans cette décadence. Et pour moi, ça, c'est la chose la plus terrifiante qui vraiment me perturbe énormément, l'impossibilité à se révéler. Ce qui me perturbe aussi, c'est l'impuissance. Et d'un côté, cette impuissance, je me dis aussi, il faut se battre. Mais à un moment, je me dis, jusqu'à où je suis prête à aller moi. Parce qu'il faut que je me batte, je me bats. Parce que je sais que faire le tri de mes déchets ménagers ou aller aux boutiques pour remplir les bidons, pour pas utiliser trop de plastique, bon, c'est sympa. Mais c'est pas vraiment ça qui va changer la situation. Est-ce que je suis prête à aller en garde à vue? Est-ce que je suis prête à aller en prison? Est-ce que je suis prête à mourir? Et ça me perturbe quand même, parce que je me dis, malheureusement, vu justement le système sur lequel nous sommes, je pense que c'est surtout la question, est-ce que je suis prête à mourir? C'est ici, à la Dynamo, à Pantin, que s'est déroulée l'école, la colonie nomade, la colonie barrée nomade, Fragment of Reaper, entre avril et juillet. Dans ce lieu qui nous a accueillis à des moments difficiles, de grandes restrictions. Donc nous avons aussi constitué cette école en situation qui nous était imposée. Donc la question était de partir de la proposition de Kader Attia, de réparation décoloniale, une notion très très importante, et donc de s'engager dans ces questions de réparation dans des temps d'extrême violence, de violence raciste, de violence du capitalisme racial, l'extraction, la dépossession, l'exploitation, les violences contre les réfugiés, les sans-logis, les trans, les femmes, enfin vraiment de très très grandes violences. Comment répondre comment l'art, les artistes peuvent répondre à ces moments de très grande détresse et de très grande violence. Donc c'était cette question, et d'ailleurs nous sommes partis de la question même de ce que nous savions réparer avec nos mains, donc comment s'enchevêtre manuel, psychique et éthique dans la pratique de réparation. Nous, pour quand même préciser le nous, était un groupe très hétérogène et nous n'avions jamais travaillé ensemble, ce qui est important parce qu'un des enjeux était d'arriver à constituer une communauté de soins et de réparation. C'était le défi. Serons-nous capables à partir de nos individualités? D'ailleurs, ça a été, on peut dire, prouvé dans la performance finale quand nous avons été capables, ensemble, pratiquement sans aucune répétition, de constituer une performance publique autour de textes, un texte de Kader Attia, un texte de Frantz Fanon, et les textes que constituaient nos propres paroles, qui était un texte en fait finalement très très fort. Un des sujets qui est quand même à constituer peut-être quelque chose d'assez central, c'était refuges et sanctuaires, créer des refuges et des sanctuaires. Et je trouve que c'est très symptomatique, parce que ça veut dire que pouvons-nous faire face à la pacification, face à la campagne de pacification ou de multiculturalisme néolibéral, qui dans des temps de disette, de précarisation extrême, offre quand même des choses, offre des résidences, offre des possibilités. Et évidemment, comment ne pas y répondre ? Puisqu'il y a l'État, pendant ce temps-là, coupe de subventions, met les artistes dans un état de grande précarité. Donc comment construire ces refuges et sanctuaires nous a semblé extrêmement une question très importante, ce que Kader d'ailleurs travaille constamment aussi comme artiste là-dedans. Et le chemin qu'offre dans la colonie nomade, fragment de réparation, est plus prometteur, plus difficile, plus prometteur, mais offre justement ces sauts dans l'imaginaire dont nous avons besoin, cette possibilité de s'extraire, de s'émanciper de cette hégémonie idéologique, financière,
que propose le néolibéralisme multiculturel. Donc, fragment de réparation est vraiment une base pour développer des écoles, pour développer vraiment des nouvelles formes de pédagogie artistique décoloniale. A fruit, a gun, tropical, basura, l'exotisme de la violence, pene a politico, it's your liberty, dépendance, mi amor, humiliación, pasará, capitalismo, pasará, violencia, pasará. Le premier pas de Cristóbal Colón, Dialogo de Balas, 1492, 1928, 2021, sangre sobre sangre. Plus de glace dans mon jus de sang, s'il vous plaît. Islas inutiles, Europa bananas, Martinique, Guadeloupe, pesticides. I am 100% happy, I am 100% bananas. Mon cannibalisme avale ton capitalisme. Economical fishing, mi memoria putrefacta. S'il vous plaît, marchez sur mes os. Poétique de basse nécessité. Exporte mon humiliation. Traficante de banana. Yellow Death. Zona cannibal. Zona Macondo. Violencia. Una locura. Your white monoculture, United Fist Company, everything must go. It's my Americas. Tous ceux qui n'ont pas le pouvoir te disent con mucho gusto. Ce monsieur criminel n'a pas qu'à jouer. Humiliación, candela, capitalismo, candela, violencia, candela. Ton bonheur tue. Después de Cristóbal Colón, todo es posible. Ton sourire contaminé. ¿Qué te gusta más? Champeta o chopo. Smile, plantation. Monkey banana. I like so much dying. Exporte ma dignité. Mange mes lèvres. Monsanto Union Carbide Corporation Utopia. Bayer Chemical Utopia. Guadeloupe, Martinique, Macondo, nos dystopies sous-marines. El sangre de las bananeras nunca se quita. Me robaste el sueño. Mes écrits pourris, máscaras blancas, pieles scarificadas. La vida será sorpresa, sorpresa será la muerte. Eat my lips, la peau morte de l'écriture.
Ils m'ont recouvert de leur drapeau. Where's our pollution? Zona bananera, zona Macondo. Monoculture d'expropriation, les bouches dévorées. Trauma banana, on ne revient pas de loin, il n'y a pas de réparation. Pour moi, le refuge, c'est le corps, en fait. Donc, pour moi, c'est être... essayer de trouver dans nos corps de chacune, de chacun, déjà un équilibre, une stabilité, une verticalité, voilà, parce que je considère que si on est bien réfugié chez nous, on peut accueillir les autres, en fait. Donc ce serait de travailler autour de l'accueil? Oui, par exemple, mais qui passe à travers la relation physique, en fait. Je pense qu'on a énormément besoin de nature, en fait. Ce sont des choses auxquelles qui paraissent être un luxe pour beaucoup. Et que tu as une lutte aussi pour les espaces naturels qui est en cours. On a besoin de plus relation à la nature, alors. Un jardin, quoi, simplement, tu vois. Moi, je pense à un endroit super grand où il y aura beaucoup d'espace, avec assez peu de meubles finalement, et silencieux. Alors, moi, peut-être que ça serait plutôt au niveau de la liberté. Liberté, en gros, liberté de mouvement, parce que c'est un grand mot, mais liberté de mouvement, liberté de faire, liberté de se présenter comme on est, quelque chose dans ce genre. Et pour moi, le sommeil, c'est le niveau de confiance maximum qu'on a dans un lieu. Et aussi, dans les deux sens, dormir, mais aussi traverser la nuit. Où l'échec ne serait pas craint, où on pourrait élaborer plusieurs formes d'art, par exemple. Moi, j'ai besoin en ce moment, en fait, d'un lieu de mémoire. Et en même temps, un lieu d'archivage aujourd'hui. Pour moi, je pense qu'il est très important de rassembler partout tous nos fragments d'histoire qui sont éparpillés un peu partout, qui sont même détenus au sein des familles, etc. Mais qu'on puisse créé un lieu de refuge où on sait qu'on peut venir léguer quelque chose. En fait, être capable de faire... D'abord, il faudrait être capable, pour fédérer un groupe, de projeter une idée, un projet, à mon sens, fondamental, de la nécessité d'un espace pour se retrouver, physiquement. Parce que s'il y a vraiment une chose qui est en train de se perdre avec la pandémie aujourd'hui, c'est cette physicalité que nous vivons aujourd'hui à travers le digital. La pandémie a accéléré la gouvernementalité algorithmique et la disparition de la nécessité de se retrouver. Pourquoi je dis la nécessité? Et c'est ce que j'ai découvert entre autres avec la colonie, c'est que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est surtout pas de rester entre soi, entre artistes, entre racisés, entre ce que tu veux, mais créer des communautés avec des philosophes, avec des artistes, avec des musiciens, c'est vraiment de rendre concret la notion de transdisciplinarité à travers les connaissances de chacun pour pouvoir projeter ensemble des idées intéressantes. Et ça, c'est faisable quand on fait l'espace, quand on crée le lieu, en fait, même dehors. Pour rebondir aussi, c'est après comment cette organisation économique, elle tient dans le temps. Absolument, oui. Parce que je lisais aussi là, le témoignage d'une femme qui a été établie chez Renaud Flein, une blanche, enfin peu importe, elle est très très militante, tellement très jolie, blablabla, et il monte une librairie, parce qu'il n'y a pas de librairie, il y a juste 3 livres au continent du coin ou je sais pas quoi, enfin bref, donc il monte une librairie un peu militante, et elle ne tiendra que quelques années, parce qu'au bout d'un moment, c'est l'épuisement. Absolument. Donc la question de l'économie néolibérale dans laquelle on vit, de la mutualisation et de l'épuisement des forces, de l'épuisement d'énergie. Et donc,
Donc dans l'économie, dans la question économique, il y a l'argent, et puis, comme disait Aminata, de pouvoir en parler, et que justement, quand chacune donne à la possibilité que cette personne a, ça n'entraîne rien ensuite sur la place que cette personne a dans le dispositif. Oui. Que tu donnais 50 ou 3000, tu as la même voix. Mais la question après, c'est l'économie de l'épuisement qui nous est imposée par l'organisation capitaliste et raciste dans laquelle on est. Et qui fait que beaucoup de projets tiennent, et c'est pour la tontine, elle tient parce qu'elle est sur en fait, elle a un modèle bancaire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est quand même dans une relation, on échappe à la banque blanche parce qu'on n'aura jamais un crédit dans la banque blanche, elle ne nous donnera jamais crédit, enfin pour les personnes racisées, il y aura jamais, on tiendra pas, et puis surtout de classe populaire, alors là, rien du tout. De toute façon, les classes populaires, c'est la poste, c'est pas des banques. Donc, il y a quand même, ce que je veux dire, c'est la logique plutôt que le système, il y a une logique. Mais du coup, là, pour le coup, la tontine, il y a vraiment surtout que tout le monde donne la même somme et c'est une personne qui empoche l'ensemble à chaque mois et ça tourne. Et ça fait vraiment des gros achats. Mais... faire des variations aussi. Tout à fait. Et du coup, c'est intéressant d'avoir aussi parce que parfois, personne ne demande et du coup, on accumule un peu un matelas et on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ces économies collectives, est-ce qu'on a un projet. Et du coup, ça rejoint un peu une deuxième chose dont j'avais parlé qui s'appelle la propriété d'usage. Du coup, c'est un peu un mécanisme pour sortir des biens immobiliers des terrains, enfin, de la propriété privée. Et en gros, c'est pas une personne physique qui va être propriétaire d'un lieu, mais c'est plutôt une association. En fait, il y a une espèce de montage entre plusieurs associations, une qui va posséder l'espace, une qui va l'occuper, et puis une autre, je crois, qui s'occupe un peu plus de la logistique tournante quand une association a terminé. Et du coup, c'est que du micro prêt, donc c'est-à-dire par exemple, on est tous assemblés ici, à notre hauteur, on va acheter un terrain. Donc moi, je peux donner 1000, mais quelqu'un peut donner 10 000, il donne 10 000. Et une fois qu'on a le terrain, on va venir l'occuper avec un projet, donc ça peut être un peu n'importe quoi, une coopérative. Et au fur et à mesure de notre activité, on va se rembourser ces prêts-là. Le but, c'est pas de donner de l'argent, c'est de le récupérer après. Mais du coup, une fois qu'on s'est remboursé, on peut décider de quitter le lieu. Et c'est pas grave, nous, notre activité, elle va quitter le lieu, mais le lieu va rester possédé par une association. Et du coup, une autre association peut venir l'utiliser. Donc, il appartient plus à une personne qui peut décider à un moment donné, si elle part du projet, de le récupérer. Et il reste dans la sphère d'un public ou d'un commun, quoi. Les espaces ont été épuisés par le capitalisme. Les espaces, ça, c'est épuisé. Et avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a toute une sorte de, j'espère positive, de nouvelle éthique quant à tous ces voyages qu'on pouvait faire pour aller pour une conférence, etc., l'empreinte carbone. On se dit, bon, moi je vais un peu ralentir là. Mais qu'est-ce que ça veut dire significativement de raisonner à partir de ça? Ça veut dire qu'on doit reconsidérer le local. On doit arrêter d'être global et donc on doit reprendre soin, le Caire, de cet espace local qui est là, par exemple, en ce moment, et qui se déplace. C'est un espace organique. Puis même translocal, du coup, parce qu'il ne faut pas qu'on se coupe non plus de nos alliés. Mais on ne sera pas coupé, je vais te dire pourquoi. Parce que toute cette gouvernementalité algorithmique économique a aboli les espaces. On est en contact en permanence avec le monde entier, de la même manière. Et c'est là où je rejoins Françoise, à mon avis c'est très intéressant et important, c'est qu'elle procède de l'épuisement. D'arriver à un stade où on peut dire fuck you et de dire ok, en fait je m'en fous de toutes ces choses qui me tiennent et là maintenant je suis prête à pouvoir. Donc déjà avant de pouvoir sauter, il y a beaucoup de choses à lâcher. Se rendre compte que plein de batailles qu'on peut imaginer sont importantes. Finalement on ne le sent pas, comme je disais, on s'en fout de certaines choses. C'est pas là la question. Donc déjà c'est de se délester de beaucoup de choses qui en fait contraignent l'imaginaire et l'horizon et les perspectives. Donc, je dirais que c'est déjà une mise en état de pouvoir sauter dans l'imaginaire. Et après, là, du coup, les choses s'ouvrent davantage.
On a voulu faire une restitution parce qu'on voulait quand même aussi montrer ce que nous avions pu faire, qui est, je le répète, fragmentaire, et qui sera, vous le verrez, en fait des morceaux de choses que nous avons écrites au cours des sessions, des petites choses sur ces différents thèmes, et comment on a voulu laisser notre esprit vraiment voguer sur ces questions. Tient à ne laisser aucune trace et du coup à se dissimuler elle-même. Je lui oppose la réparation non occidentale, qui quant à elle laisse la blessure visible, ne cherche pas à l'occulter. L'objet cassé dont la réparation s'affiche possède une nouvelle vie, une vie qui témoigne de son histoire. Je trouve très importante cette notion de fracture. Quand on pense réparation, on pense blessure. Cette omniprésence de la blessure dans la réparation, c'est ce qui fait que j'ai produit des œuvres qui articulent leurs blessures. La déchirure est une blessure sonore et spatiale. Ce qui me plaît dans l'anthropologie de l'effraction, c'est d'être attentif à la blessure que l'on génère pour réparer une faiblesse. L'anthropologie de l'effraction consiste à mettre au centre la nécessité éprouvée par l'homme d'agir par effraction pour exister. Ne vouloir ni être moderne, ni contemporain. Prendre le temps de la recherche, de l'expérimentation, de la lutte. Réparer. Utilisation de matériaux hors sol. Le béton étouffe les sols. La violence psychique que constitue le fait de ne pas savoir comment les choses fonctionnent, nous sommes forcés à l'abstraction. Arrachement, étouffement, mais l'arbre soulève le béton qui l'étouffe. Temps et répétition. Le temps néolibéral n'aime pas la répétition. Il aime la cadence qui fait du geste répétitif un geste mutilant pour le corps et la santé psychique. Or, il y a de la répétition, de la transmission, de la répétition gestuelle et mentale. La répétition n'est pas la stagnation, elle est mobilité et pratique. Violence révolutionnaire. Séisme. Défense. Violence révolutionnaire. Violence révolutionnaire. Grève. S'y défendre. Raccommoder. Repriser. Réparable. Irréparable. Santé. Cancer de la prostate et enfant. Oubli et transmission incomplète d'une résistance. Aveuglement de celles qui détruisent. Système de destruction, très adaptable. Quel caillou lancé pour entraver la machine. Une mort quotidienne, une mort dans le travail, une mort à la consultation, une mort avec les prostituées, une mort au chantier, une mort au cinéma, une mort multiple dans les journaux, une mort dans la crainte de tous les honnêtes gens de sortir après minuit, une mort, oui, une mort. Si tu ne réclames pas l'homme qui est en toi et face de toi, comment veux-tu que je suppose que tu réclames l'homme qui est en toi? Violence révolutionnaire. Grève. Se défendre. Grève. Raccommoder. Violence.
peur comme moteur, comme ouvrant des possibilités. Le futur est vécu dans la confrontation de la peur, construction d'un imaginaire à partir de nos peurs. Le saut dans l'imaginaire. Créer les institutions qui permettent l'action collective, ou plutôt l'instituant plutôt que l'institution. Construire, penser, écrire nos vies futures à partir de ce que nous vivons actuellement.